Alors si je vous dis Aquae Sextae, vous allez me dire, traduisez Bruno. Je traduis, nous sommes à Aix-en-Provence, une ville d'eau, une ville d'art, mais aussi une ville chère au paysage de Cézanne. Alors je vous emmène faire une balade aujourd'hui. Nous allons aller à la rencontre de deux garçons qui font une magnifique cuisine et qui font courir toute la jeunesse aixoise, qui s'appellent les Deux Frères. Nous irons visiter un merveilleux château qui s'appelle le château Beaulieu. Je vous dis que ça, la seule façon, c'est de me suivre. Superbe pour les tatins à midi là. Hein, Bon, c'est vous les phénomènes, hein. J'aime pas parler avec les gens du marché, ils me disent ça, ils sont redoutables. Hein. À la cuisine, bien sûr. on a pris des cèpes aujourd'hui. On a pris des cèpes, on va faire une soupe de Ils viennent d'où ces cèpes? Lozère. De Lozère. On va se faire des cèpes rôtis tout simplement avec une soupe de potiron. Avec un petit potiron à côté, Et c'est un peu bien. de mimolette, de la vieille mimolette râpée au dernier moment dessus. Belle quoi. idée. Alors vous allez bien? Ouais, il est bon ça. Ah ben oui, c'est bien. Je ferai pas qu'elle est un peu. Et avec mon chef Dominique. On la met où la mimolette à midi alors? On va la mettre dans la courge avec les cèpes rôtis. Au dernier moment râpés dans la courge, dans la soupe de potiron quoi. Là on a aussi des superbes banons là. Hein. Des banons fermiers qui sont merveilleux à point. Des vieux picodons aussi qui ont quelques. Les vieux picodons, mais ça c'est magnifique. Ça c'est merveilleux. Oh là 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 là. Là on est dans une institution aixoise, c'est la boutique où on trouve tous les produits du monde. Des produits marocains, des produits asiatiques, des produits, tous les fruits confits, les loukoums, les vieux vinaigres, les vinaigres de riz, enfin tout J'adore, ce qu'on peut j'adore. trouver. Les céréales, les riz. Extra fraîche. Oh là là, ouais, ça, tu sens moi ça. On fait des madeleines moi avec ça. Ah oui, tu fais des madeleines, On fait des madeleines. La saumon céréales. À 46. On envoie une cuisse de canette au fixe et puis avec une pomme rôtie. Hop. Attendez, on va mettre un peu d'herbe, s'il vous plaît. Alors là, le plat qui arrive, c'est un plat retour du marché, on peut dire ça. Hein. Voilà, ce Nous qu'on a avons- vu ce matin. Nous retrouvons les petits cèpes de Lozère, nous retrouvons la petite mimolette, puis alors le potiron, les échalotes, enfin bon. Tu nous fais quoi alors? On va faire une soupe de potiron avec lié à la mimolette et un cèpe rôti sur un lit de roquette. On va dans un premier temps éplucher la courge. Donc, qui est une opération pas délicate, mais bon, il faut faire quand même attention. C'est un produit qui est assez raide. On enlève l'intérieur. On va l'éplucher. On la coupe en morceaux grossièrement. Voilà, et on va faire cette opération pour toute la courge. Le butternut, on va le couper. Voilà, on va l'ouvrir. Pareil, on va l'égrainer. Voilà, on enlève bien l'intérieur. Bon. On va mettre la soupe en cuisson maintenant. Donc, une petite casserole, on va y mettre le beurre dedans, avec les gousses d'ail, le bouquet garni, donc un peu de thym, du romarin, une tranche de céleri, ce que vous avez à la maison. Hein. Le jambon coupé en petits morceaux,
On y ajoute les échalotes ciselées. On y ajoute la courge. Hop. Et on va encore laisser tuer 2-3 minutes. Voilà. Au bout de 3 minutes, quand vous avez fait colorer votre potiron, donc on va y ajouter le fond blanc. Voilà. Voilà, maintenant on va laisser cuire ça pendant 30-35 minutes. On va s'occuper donc des cèpes qu'on a bien lavés proprement. On va les fendre en deux. Et on va les faire rôtir dans un beurre noisette. Voilà. Voilà, donc la soupe passée. On va la lier maintenant avec la mimolette qu'on a râpée. Mimolette, la vieille mimolette qui a 2 ans d'affinage. On va la lier donc dans la soupe qui est chaude et mixée. Voilà. Et on va la dresser dans la butternette. Donc pour 4 personnes. Hein. Les cèpes bien dorés, bien rôtis sur le lit de roquette. Donc voilà, pour 4 personnes, soupe de potiron à la vieille mimolette, prêt à dresser. Donc vous arrivez à table, vous n'avez plus qu'à dresser devant vos convives. Et les cèpes rôtis avec un lit de roquette. Magnifique, Stéphane. On sent que le chef me fait confiance. Ou alors il a cru que j'attendais quelqu'un. Hélas, je n'attends personne. Je vais être obligé de manger tout ça tout seul. On commence par le petit cèpe de Lozère. Magnifique. Alors se balader dans la campagne aixoise, c'est un peu comme si on traversait un tableau de Cézanne. D'ailleurs, Cézanne avait son atelier juste là, à une encablure, avec la Sainte-Victoire derrière moi. Et puis c'est vrai que la lumière de ce pays a toujours attiré des artistes, des contemporains, surtout comme Victor Vasarely, dont nous allons visiter la fondation. Alors évidemment, derrière moi, la Fondation Vasarely. Et plus près de moi, le petit-fils de Victor Vasarely, Pierre Vasarely. Alors pourquoi ce choix d'Aix-en-Provence ? Écoutez, le choix était très simple et complexe à la fois, puisque ce choix d'Aix-en-Provence venait compléter l'inauguration du musée de Gordes, donc dans le Vaucluse, puisque ça a été la première étape de cette fondation. Le musée de Gordes a été inauguré en 1970, alors que le centre architectonique d'Aix-en-Provence l'a été en 1976. Donc c'était un complément naturel, beaucoup plus contemporain, qui était là pour présenter en fait son œuvre architectonique. Et alors quel était le but de cette fondation ? Le but de cette fondation était une fondation donc avant tout reconnue d'utilité publique et qui avait pour mission de pérenniser l'œuvre du maître Vasarely. Donc c'était une œuvre à la fois plastique qui se voulait donc dans le pur fil de la tradition du Bauhaus, école allemande de l'entre-deux-guerres, qui visait à associer tous les corps de métier à l'art contemporain et à l'art plastique. Alors si l'on devait faire un lien entre Paul Cézanne et Victor Vasarely, quel serait-il ? Je crois qu'il est tout naturel. Vasarely, de son vivant, a toujours indiqué que l'œuvre de Cézanne était une œuvre maîtresse et qu'il le considérait comme son maître, à tel égard que l'artiste, de son vivant, au moment des fondations du bâtiment d'Aix-en-Provence, a inscrit un fort témoignage, à savoir qu'il sera digne de Cézanne. Donc je crois que la ville d'Aix-en-Provence a une chance exceptionnelle de pouvoir regrouper ces deux artistes qui embrassent l'intégralité de la création contemporaine du XXe siècle. Alors j'arrive de la Fondation Vasarely
Et puis, je me retrouve dans cette magnifique propriété, début 17e. Alors, y a-t-il vraiment un lien entre cette propriété et la Fondation Vasarely? Le lien c'est quoi? C'est peut-être notre goût, à mon épouse et à moi-même, pour tout ce qui est ce mécénat gratuit qui concerne l'art, que l'art soit l'art d'un grand peintre comme Vasarely ou l'art de l'architecture du XVIIe siècle ou l'art de la vigne tout simplement. Et tout cela relève d'une même philosophie qui est la philosophie du mécénat. Et c'est vrai que aussi bien cette dame que moi-même, nous avons un goût pour le XVIIe et le XVIIIe, mais nous avons aussi un vrai goût pour l'art contemporain et en particulier pour Vasarely. Et alors, Beaulieu. Parlons un peu de Beaulieu. Alors Beaulieu. L'art, le vin, c'est un art bien évidemment. Alors, quelles sont vos ambitions sur le château Beaulieu? Nous avons été séduits par la propriété, une propriété qui, vous l'avez vu, est au cœur du cratère de ce volcan qui a 17 millions d'années. La bâtisse où nous sommes, le château de Beaulieu, qui date de 1635, est extrêmement intéressant. C'est une villa italienne, typiquement italienne, dont nous avons les plans d'origine et qui a été respectée, comme vous avez pu le constater, à part quelques adjonctions à la fin du XVIIIe siècle, si vous voulez, c'est toujours cette villa italienne du début du XVIIe. Donc tout ça, ça nous a plu. Et la démarche de restauration de Beaulieu, tant au niveau de son vignoble, et on a commencé il y a 5 ans par les vignes, on n'a pas commencé par le château. Mes gènes ont certainement fait que j'ai voulu commencer par le commencement, éviter de faire passer la charrue avant les bœufs pour essayer de faire renaître ce vignoble. Bon, maintenant que tout ça est bien parti, eh bien, on essaie de s'occuper du château. Nous avons l'ambition de lui redonner une vie, à lui aussi, une vie qui va respecter le XVIIe siècle, époque de sa conception, mais aussi la fin du XVIIIe, époque de sa dernière rénovation, entre guillemets, si vous voulez. Quand on parle du vin de Beaulieu, bien sûr, moi j'en parle parce que je connais les vins de Beaulieu, pour les avoir eus par le précédent propriétaire, et nous les avons actuellement de votre propriété. Donc c'est vrai qu'on a constaté, mes sommeliers et moi-même, qu'il y avait une évolution considérable. Et je pense qu'à vous écouter, vous allez encore évoluer. Nous sommes en Provence. Nous voulons respecter la typicité des vins de Provence. C'est important. Toutes nos cuves de rosé du millésime 2005 ont été récompensées ou médaillées dans le monde entier, si vous voulez, cette année. Et nous en sommes très fiers. Nos blancs sont bien, il y a encore des progrès à faire. Nos rouges sont en train de se faire. Et je crois qu'à partir de 2003, nos millésimes de rouge commencent à être appréciables. Nous n'avons pas pour autant ni la volonté, ni le rêve de faire à Beaulieu Haut-Brion. En tout cas, merci pour votre humilité. C'est vrai qu'en Provence, on ne fera jamais du Haut-Brion, mais quelque part, on fait de très bons vins. Et quand on parle de la cuvée Bérengère, qui est le 2003 du domaine, elle est magnifique. Alors si je vous dis que cet homme charmant s'appelle James de Roigny, qu'il est mon ami depuis plus de 20 ans, qu'il est un gentleman farmer, qu'il est un aristocrate toujours souriant, parce que je l'ai toujours vu sourire, mais qu'il est aussi un conteur magnifique. Alors James, parlez-moi de ce domaine de Château-Beaulieu, auquel vous semblez très attaché. Mais oui Bruno, c'est un lieu absolument merveilleux. Imaginez qu'on est ici dans le cratère de l'unique volcan de Provence. Alors le cratère il est tout autour, on voit donc ce cercle, cet ovale. Et alors la terre est noire, elle est basaltique, il y a des roches basaltiques un peu partout. Et l'éruption a eu lieu il y a 17,5 millions d'années, donc c'est quelque chose de très ancien. Et ensuite il y a eu l'ère Miocène, c'est-à-dire que ce cratère, ou une grosse partie de ce cratère a été recouvert par l'océan à l'époque. Et il nous en reste des huîtres, et des huîtres fossilisées. Regardez ça, si c'est pas extraordinaire. Oh là là, mais on en trouve partout dans les vignes. C'est des huîtres géantes. Comme quoi l'homme du Néandertal, il ne mourait pas de faim. Quand il en avait mangé 2, il avait un début d'indigestion. Sur ce domaine de Château-Beaulieu, la plantation de la vigne remonte à quelle époque? C'est extrêmement ancien. La vigne s'est installée dans cette région il y a 2600 ans et nous étions sûrement parmi les premiers à en avoir. Imaginez que déjà il y a 2500 ans, il y avait 5 chemins qui passaient par Beaulieu, des chemins de transhumance et des chemins qui portaient également le sel dans différentes régions des Alpes et tous convergeaient ici. Et on a la démonstration que, parce qu'on a trouvé des amphores, on a trouvé beaucoup de choses, qu'il y a entre 2000 et 2500 ans, on y faisait la culture de la vigne déjà. C'est absolument extraordinaire. Et puis ensuite, les Romains se sont installés, ont complètement irrigué
irriguer l'ensemble de la propriété. On crée des puits, on fait converger l'eau dans des bassins. Ça, c'était leur spécialité. Hein. Ils On étaient- était très fort là-dessus. Il y a 3 aqueducs souterrains, et dont certaines parties font 1,50 m de haut et 1,50 m de large. C'était très C'est absolument extraordinaire. Et quel est le cépage dominant? Cépage dominant, il y en a plusieurs, mais c'est le fameux Grenache de Provence, la Oui. Syrah de la vallée du Rhône qui est juste à côté. On a également du Cinsault, on a également du Cabernet Sauvignon, on a également de la Syrah. Ce sont donc de très bons cépages. Et vos blancs, vous les faites avec quel cépage? Alors le blanc, il y a de l'uni blanc, de la clairette. Oui. L'uni blanc et la clairette, ce sont des cépages dont on se sert pour faire le fameux vin cuit. Ah oui, le vin cuit. Le vin cuit, en général, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est des vins de dessert. Hein. Des vins formidables. On peut les prendre à l'apéritif sur un foie gras, mais en dessert avec des pommes, du chocolat, des figues. Rassurez-vous, s'il y en a qui sont tombés dans la marmite, moi, j'irai pas dans le chaudron. Hein. Non, non, c'est trop chaud. Alors, je suis avec Jean-Patrice, qui est l'œnologue du Château Beaulieu. Alors, expliquez-moi un peu, qu'est-ce on fait cuire dans ce chaudron-là? Dans ce chaudron, nous élaborons le vin cuit qui, en général, marque la fin des vendanges. Oui. C'est un vin c'est un vin qui est fait à base de clairette, qui est un cépage traditionnel provençal. Donc, en fait, nous cuisons le jus donc, dans ce chaudron à l'aide d'un feu avec des cèpes de vigne. Oui. Et nous le réduisons. Nous perdons environ un tiers du volume pour ensuite le faire fermenter en barrique. Alors, à quel moment vous allez le mettre en bouteille, alors, après l'avoir passé en barrique? Donc ces chaudrons, le vin cuit, une partie va être mis en bouteille pour Noël, donc pour la tradition provençale qui est de servir le vin cuit avec les 13 desserts à Noël. Oui. Et une autre partie va être vinifiée en barrique, fermentée et élevée pour donner pendant 6 ans, donc pour ensuite donner un produit du Château Beaulieu qui est le vin cuit 6 ans. Alors, dans cette belle balade aixoise, il nous fallait un peu de douceur. Et la douceur, j'ai demandé à Stéphane de nous faire une petite tarte aux figues de Soliès que nous avons achetées ce matin ensemble au marché. N'oubliez pas. Dans un premier temps, on va mettre d'abord donc les figues en cuisson. Dans un four à 160 degrés. Le sucre. Un peu de noix de beurre dessus. Et quelques branches de thym, qui va être quand même la clé de la recette. Hein. On va mettre le caramel en cuisson. Donc, les 2 autres tiers de sucre. La totalité du beurre. On va y incorporer le thym qu'on a un petit peu émietté, quoi, les feuilles. On va chemiser les moules avec une cuillère de ce caramel de thym. Comme ceci. On va dresser nos figues dans le caramel. Comme ceci. Le feuilletage qu'on a pré-étalé et pré-découpé. Voilà, on met au four maintenant. 180 pendant 20 minutes. Donc, là, ça y est, nous avons notre tatin de figue qui a été cuite au four. On va la démouler gentiment. Voilà. Là, nous avons notre crème fouettée qu'on a dressée dans un verre, donc une crème chantilly sans sucre, évidemment, qu'on dispose comme ceci. Notre jus de figue de cuisson qu'on a récupéré, qu'on a fait un petit peu réduire pour obtenir une consistance sirupeuse. Un petit trait autour. Et notre vinaigre balsamique, un vieux vinaigre qui est assez épais, hein, c'est un signe de qualité, qu'on va disposer avec quelques gouttes sur la tatin. Bruno, pour finir, Comme il a dit, pour finir, pour va falloir finir. finir. Après, on ne t'embête plus, une tarte tatin. Ah, moi, tu m'embêtes pas, c'est un bonheur, regarde. Tarte tatin au vieux vinaigre balsamique. Comment elle est cette tarte, Bruno? Tu sais la vérité? Ouais. Elle est magnifique, elle est comme Superbe. toi. Merci.
Et alors ce vin cuit de Beaulieu, je te conseille une chose, C'est une merveille. achète-en 2000 bouteilles avant qu'il n'y en ait plus. Merveilleux. Les gars, il faut faire un traitement sur les sensos. Les gars, quand vous avez des gardiens pourris, donc une fois que le raisin est rentré en cave, donc le raisin est systématiquement éraflé, c'est-à-dire qu'on sépare la partie végétale, la rafle, de la partie végétale de la grappe des grains de raisin. Et ensuite, on travaille uniquement sur le grain de raisin. Donc pour les blancs et les rosés, on envoie uniquement dans des pressoirs pneumatiques qui nous permettent en fait d'écouler rapidement les jus qui coulent des grains de raisin. Et pour les rouges, par contre, on envoie la totalité des grains, donc les grains, les pépins et la pulpe, dans la cuve pour faire de la macération. À Beaulieu, étant donné qu'on fait entre 80 et 85% de rosé, on a besoin de sécurité sur nos produits et la cuverie inox nous permet d'avoir cette sécurité pour le produit. Et ce sont des grosses cuves puisque dans la cave, nous avons 10 cuves donc de 510 hectos, ce qui représente à peu près 68 000 bouteilles. Et à l'heure actuelle, nous sommes en cours d'essai de vinification de rouge en fût de chêne et en cuve en bois, justement pour essayer de monter la qualité de nos vins et pour améliorer cette qualité. Donc cette barrique, c'est une barrique de blanc qui a été donc vinifiée et qui est en cours donc d'élevage, puisqu'on réalise sur cette barrique donc à peu près tous les 4 jours un bâtonnage, et c'est une opération qui consiste à remettre les lies fines en suspension. Et les lies sont en fait les levures mortes qui permettent au vin de gagner en gras et de gagner en volume et en amplitude en bouche. Alors j'aurais pu aujourd'hui vous faire une dégustation dans une belle cave du château, avec la barrique, tout debout tous les trois. Eh bien non, j'avais décidé qu'on la ferait ici, dans cette belle salle, avec Jean-Patrice, l'œnologue de ce château Beaulieu, et puis ce sourire adorable de Karine, la sommelière de Dominique Frérard, mon camarade cuisinier des Trois-Forts à Marseille. Alors Jean-Patrice, par quoi allez-vous commencer pour faire goûter à cette jeune sommelière qui est à ma gauche? Donc nous allons déguster aujourd'hui 5 vins, 2 vins blancs, 2 vins rosés et 2 vins rouges. Donc voici le premier blanc issu de Sauvignon et de Sémillon qui a été sélectionné cette année par Joël Robuchon dans un de ses restaurants. Alors Karine, le nez. Le nez est très ouvert, très floral. On a une belle luminosité aussi au niveau de la couleur. C'est un très jaune clair pâle. Une entrée de bouche très fraîche, une belle acidité, une belle fraîcheur. C'est un vin que je pourrais recommander sur des poissons grillés, des choses comme ça. C'est assez rond en bouche, assez ample. Je trouve que c'est un très bon vin blanc. Donc voici le deuxième rosé du Château Beaulieu qui est mis dans une bouteille uniquement fabriquée pour le domaine. Donc c'est ce qu'on appelle la cuvée provençale qui existe au château depuis une 50aine d'années. C'est pas le même nez que l'autre. Hein? Non, il est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus expressif au nez. Celui-ci. Et aussi très long en bouche. Il y a Plus long que l'autre? Oui, plus long que l'autre, oui. Avec une belle fraîcheur, belle acidité, il est beaucoup plus long, oui. Donc enfin, le rouge. La cuvée Bérengère est le haut de gamme du Château Beaulieu. C'est un vin à base de Grenache, Syrah et Cabernet Sauvignon qui est vinifié en cuve puis élevé en barrique de chêne français, dans les chais à barrique du Château Beaulieu. Et alors en bouche, on a une bonne attaque en bouche. On a quelque chose pareil, toujours de frais. Je pense que le bois est très bien maîtrisé, parce qu'on ne sent pas du tout le bois. On voit qu'il y a un support au niveau du bois, mais ça ne prend pas le dessus sur le vin. On a quand même pareil des arômes de fruits rouges, des notes, et c'est quand même assez long en bouche. Et ça reste quand même assez léger. Ce n'est pas des vins très lourds, très puissants. Il y a de la longueur en bouche, mais ça reste frais et très agréable. On cherchait à avoir une harmonie entre les tanins du bois et les tanins du vin.
Je pense qu'on a réussi à faire, à faire ce travail et ça a été un long travail d'assemblage de barrique à barrique parce que dans le travail en cave, on s'aperçoit qu'une barrique peut changer complètement un assemblage. Et donc là, on a essayé de faire l'optimum pour avoir ce vin avec des arômes confiturés et une belle longueur et une belle persistance. Pour eux, c'est l'année dernière.